terminer la soirée avec Mathieu Juin. Là, j'ai dit le bon nom. Là, est-ce que je vais dire le bon nom de présentation? Oui. Ça ressemble à quoi une balançoire quantique? Donc, je laisse passer. Super, merci beaucoup. Ça va être dur de faire mieux que Stéphanos, là, mais on va faire ce qu'on peut. Donc moi, le choix de ma présentation... Ok, ça commence vraiment bien. Donc le pointeur ne marche plus, là, c'est pas grave. Donc ça ressemble à quoi une balançoire quantique? Donc vous allez voir, moi je suis professeur à l'Institut quantique, là, dans mon labo c'est M1. Bon, ça sort pas bien, là, mais c'est pas grave. Donc la première chose qu'on peut faire en tant que bon... J'ai pas cliqué, c'est quelqu'un qui clique pour moi, merci. En tant que bon scientifique, là, c'est demander à Google, là, Google, c'est quoi une balançoire quantique? Puis ben, Google, il ne donne rien du tout, là. Donc la deuxième chose qu'on peut faire, c'est quoi le... S'il te plaît, merci. C'est quoi le quantique en image? Puis ben, le quantique en image, là, c'est bleu et violet. Typiquement, là, c'est... vous pouvez regarder n'importe quel résultat, c'est systématiquement bleu et violet. Donc ben, une balançoire quantique, là, ben, c'est une balançoire... Ah, my. Et du coup, mon flow, il est complètement cassé, là. Ben, c'est juste une balançoire bleu et violet. Voilà. Donc ça, c'est une balançoire quantique, là. Bon, ben, j'avais une blague, là, mais mon flow est vachement cassé, donc ça marche pas, là. Bon, merci pour votre attention. Donc, je vais vous donner un petit peu un historique, là. Pourquoi est-ce qu'on parle de balançoire quantique? Ça a l'air d'une blague comme ça, là. Si vous cherchez sur Google, vous n'allez rien trouver. C'est un peu ma terminologie, là. Mais ça a quand même c'est quand même important, là. Et je vais revenir sur la détection d'événements cosmiques. Et on va parler de balançoire pour la détection d'événements cosmiques. Et donc la question c'est qu'est-ce qui se passe quand on a une valse de trous noirs? Donc maintenant si on regarde ce qui se passe, si on a deux trous noirs proches l'un de l'autre, ben, tout simplement ce qui va se passer c'est qu'ils vont danser ensemble, puis petit à petit ils vont se rapprocher. Pourquoi ça nous intéresse et pourquoi ça vous intéresserait? Ben, les trous noirs ils sont noirs, on ne peut pas les voir. Donc les seules choses qu'on puisse voir c'est ce genre d'événement, ce genre de fusion de trous noirs, parce que ça va générer ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Et c'est ça qui va nous intéresser et c'est avec ça que je vais illustrer la notion de balançoire quantique. Alors, un trou noir, si je devais vous donner une image de la fusion de deux trous noirs, là, c'est si vous mettez une pièce sur les vortex de pièces que vous trouvez dans les centres commerciaux, là, ce que vous entendez, c'est cette pièce qui tourne là, puis qui commence à faire du bruit, qui s'accélère, puis qui tombe au centre. Le trou noir, c'est pareil. Si vous avez deux trous noirs qui arrivent l'un proche l'un de l'autre, vous allez avoir ces deux trous noirs qui commencent à tourner, et vous avez ces ondes, tout comme les ondes que vous entendez dans le vortex pour la pièce, là, c'est des ondes acoustiques. Ben, pour un trou noir, dans l'espace, il n'y a pas de son. Là. Si vous criez, personne ne vous entend. Là. Je peux vous rassurer. Ben, il n'y a aucune onde sonore qui peuvent se propager. Donc, ce qui se propage, en fait, c'est des ondes gravitationnelles. C'est des déformations littérales de l'espace. Là. Donc, si maintenant, on prend une petite image de notre planète, ben, ce qu'on va avoir, c'est que la planète, selon la position que vous trouvez sur cette onde-là, ben, soit la planète elle est compressée dans une direction ou étendue dans cette direction-là. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est simplement mettre quelque chose qui a une forme de L, puis on mesure la longueur de un bras par rapport à l'autre, puis dans un cas, il y a un bras qui est réduit, puis dans l'autre cas, le bras est étendu, et on va venir mesurer ça. Donc, la détection d'ondes gravitationnelles, c'est exactement ça qu'on va faire. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on construit un système extrêmement grand, ça fait 4 km dans chaque direction, donc c'est vraiment un interféromètre gigantesque, et au bout, on met, bien entendu, des balançoires. Donc, on va voir maintenant pourquoi est-ce qu'on met des balançoires. On veut mesurer ces deux distances très très précisément. Avant de parler des balançoires, c'est vraiment perturbant les slides qui passent là. Merci pour l'effort quand même, c'est vraiment perturbant. Donc la mesure, c'est ça. Donc si vous êtes scientifique, là, que vous voyez ça pour la première fois, vous faites waouh, mais juste waouh, c'est vraiment magnifique. Si vous n'êtes pas scientifique, ben, c'est pas super intéressant. C'est exactement les pièces dans votre vortex là que vous entendez descendre là, qui s'accélèrent, donc ça fait chut. Mais là, c'est exactement ça qu'on voit. On voit deux trous noirs qui se rapprochent. Au fur et à mesure où ils se rapprochent, ça s'accélère. L'onde est de plus en plus importante, donc le signal qu'on voit est de plus en plus important, et la fréquence est de plus en plus courte jusqu'à ce qu'ils fusionnent, puis là, on n'entend plus rien. Si vous faites attention à la mesure, là, c'est là où ça devient vraiment inquiétant. Donc là, c'est quand la Terre est raplatie, là, puis quand la Terre est allongée. Et maintenant, on peut se poser la question de à quoi ça correspond. C'est quoi ces dimensions-là? Comment est-ce qu'on a mesuré ça? Donc je vais prendre ma nouvelle unité de mesure, là. Je ne parle pas en pied, en pouce, je parle en cheveux. Donc ça, c'est un cheveu, 100 microns. Si on prend le cheveu, merci. Si on prend le cheveu, on peut mettre 500 000 atomes de carbone. Merci. 500 000 atomes de carbone dans un cheveu. Et maintenant, si on prend un élément de l'atome de carbone, un proton, merci, je vais arrêter de dire merci, et qu'on le divise en 100, c'est exactement ça. Donc ça, ici, là, c'est 1 centième
d'un proton qui constitue l'atome de carbone duquel il y a 500 000 dans un cheveu. Et c'est ça que les gens ont réussi à détecter. Donc, je sais pas, je vais vous donner une seconde pour réfléchir à ça. C'est un déplacement là, sur quelque chose qui fait 4 km de long, et on a détecté quelque chose qui s'est déplacé, mais d'une fraction d'un proton. C'est une mesure qui est absolument phénoménale. Comment est-ce qu'on fait ça? Encore une fois, l'interféromètre LIGO. Sauf que le problème, c'est que si vous prenez juste cet interféromètre LIGO, s'il y a quelqu'un qui marche, un camion qui passe dans la forêt à 10 ou 15 km, vous le voyez. Ça va tellement vibrer là, que le déplacement d'une fraction de proton, vous êtes incapable de le voir. Donc la solution, c'est notre balançoire. On va mettre une balançoire à chaque bout. Cette balançoire, si quelque chose vibre, votre balançoire, elle ne va pas suivre immédiatement. Donc votre balançoire, elle reste beaucoup plus immobile que ce qui se passe dans votre environnement. Et là, vous pouvez espérer mesurer ce genre de déplacement. Donc maintenant, on va vraiment regarder un petit peu pourquoi je parle de balançoire quantique. Et donc ça, c'est la balançoire quantique des gens de LIGO. C'est 2 miroirs énormes de 40 kg. On ne voit pas les fils, mais il y a des tout petits fils en fait, qui maintiennent ces miroirs-là. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que cette balançoire ne bouge pas, pour être capable de détecter ces tout petits déplacements. Donc ma question là ici, c'est comment est-ce qu'on contrôle l'état, mais pas n'importe quel état, l'état quantique d'une balançoire. Donc l'idée, c'est si vous faites rien, votre balançoire, elle oscille. Il n'y a pas de surprise, là, vous avez tous vu une balançoire dans un parc. Donc vous avez juste votre balançoire qui se balance. Si quelqu'un se met à pousser au bon moment, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez réussir à réduire ce balancement. Donc si vous poussez au bon moment, votre balançoire, elle bouge de moins en moins. Une des questions qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe si on pousse ça jusqu'à l'extrême là, et avoir un déplacement qui est dans le régime quantique et non plus dans le régime classique. Donc c'est quoi vraiment le mouvement d'une balançoire quantique? Donc le premier constat qu'on peut faire, et la première fois que j'ai vu ça, quand je faisais mes études, j'ai trouvé ça assez fascinant, c'est si on regarde la position de la balançoire, mais dans le contexte de la physique, de la mécanique quantique, le premier état qu'on voit, ça va être cet état fondamental qui est l'état de plus basse énergie. On ne peut pas aller plus bas que ça. Okay? Donc même quand on va le plus bas possible, notre balançoire, elle bouge toujours. Si on parle de la mécanique quantique, il n'y a aucun moyen, même si on fait tous les efforts du monde, il n'y a aucun moyen de faire en sorte que la balançoire ne bouge plus. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fluctuation du vide. C'est quelque chose de très important. Il y a énormément de phénomènes, même de choses qui nous entourent, qui sont liées aux fluctuations du vide. Une autre chose qui me fascine personnellement, là, et c'est pour ça qu'on fait ces travaux, une des raisons pour lesquelles on fait les travaux dans mon groupe, c'est si maintenant on regarde le deuxième mode, donc là on a juste une seule excitation, donc c'est vraiment le minimum d'énergie qu'on puisse mettre. Là j'avais une animation super intelligente où je vais en avant, en arrière, en avant, en arrière. Je ne vais même pas essayer. L'idée, c'est que notre balançoire ici, si j'essaie de la mesurer, elle n'est jamais ici. Donc la balançoire, soit elle se trouve ici, soit elle se trouve là. C'est comme si elle se téléportait d'un endroit à l'autre, mais elle n'est jamais au milieu. Donc ça, c'est vraiment l'état quantique d'une balançoire, d'où la terminologie de balançoire quantique. Et donc ce qu'on fait dans mon laboratoire, c'est on essaye de mesurer ces choses-là pour diverses raisons. Là, on verra un peu plus tard. Pardon, j'avais oublié ça aussi. C'est quand même cool. La balançoire quantique en bleu. Donc, bien entendu, dans le laboratoire, on ne peut pas avoir un miroir de 40 kg et puis des bras d'interférence de 4 km. Là. On n'a pas accès à ça ici à Sherbrooke. Donc, ma balançoire quantique, c'est ça. Là. Puis, il y a pas mal de gens, merci. Il y a pas mal de gens du groupe ici qui travaillent avec ces systèmes-là. C'est une toute petite balançoire quantique. Si je reprends mes unités d'avant, ça, c'est une balançoire qui fait un pied. Moi, c'est une balançoire qui fait un cheveu. Okay? Donc, c'est une petite balançoire, mais une balançoire que vous pouvez quand même voir à l'œil nu. Si vous avez des bons yeux, vous pouvez voir cette balançoire-là. Donc, on ne parle pas de système quantique là où c'est juste un électron qu'on ne peut pas avoir à moins d'avoir des super systèmes. Donc, ma balançoire se trouve ici. Yes. Yes. Et le bilan de tout ça, là, c'est les animations avec les balançoires, là, c'était atroce. Là. Ça m'a pris un temps absolument immonde. Là. Voilà, ça, c'était la plus grande découverte pour moi. Donc, les premières mesures qu'on a faites dans le groupe, c'est ça. Si vous prenez votre balançoire, que vous la prenez à très haute température, la balançoire dans le parc, là, il y a un petit peu de vent ou il y a quelque chose qui se passe, elle bouge toujours un petit peu. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre petite balançoire dans un frigo, donc on descend à très 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 basse température. Camille et Ashvini ont parlé de très basse température, on utilise les mêmes systèmes. Donc ce à quoi on s'attend, c'est plus on est chaud, plus ça bouge, puis au fur et à mesure on refroidit, notre balançoire, on s'attend à ce qu'elle bouge moins, et nous, on veut travailler ici. On veut travailler quand la balançoire est quasiment quantique, puis on est capable de voir ces mouvements un peu étranges. Donc ça, c'était notre espoir. Et puis ça, c'était nos mesures. Donc, pour l'instant, ça ne se passe pas super bien là. C'est chaud, ça bouge beaucoup. C'est froid, ça bouge plus. Donc là, on était un peu confus. Ça ne marche pas. Notre balançoire n'est pas correct là. Donc on cherche l'inspiration. Ça, c'est mon frère. Il n'a jamais de t-shirt, c'est normal. Donc on cherche l'inspiration. Et bien entendu, merci. C'est quoi qui est mieux qu'une balançoire? Évidemment, c'est 2 balançoires.
Ok, allez, deux balançoires, c'est quand même vachement plus le fun que tout seul. Donc c'est exactement ce qu'on a fait dans le laboratoire. Donc maintenant, au lieu d'avoir une balançoire, merci, on a maintenant deux balançoires. Et la raison pour laquelle on a deux balançoires, c'est que nous, on ne veut pas avoir une balançoire pour isoler notre mouvement, on veut étudier le mouvement de notre balançoire. Donc on utilise une autre balançoire pour isoler notre balançoire pour pouvoir l'étudier. Okay, c'est un peu convolu là. Mais donc là ici, c'est notre balançoire qui se pend là, qui tangue. Et à l'intérieur, dans cette boîte, on a notre petite balançoire de la taille d'un cheveu qu'on veut venir étudier. Et une fois qu'on fait ça, on a exactement ce à quoi on s'attend. Et puis au fur et à mesure, on descend la température, notre balançoire devient de plus en plus froide. Et avec quelques petits tours de magie, donc là je vais passer les détails techniques, là, on arrive à avoir 14 excitations. On n'a pas encore réussi à faire mieux que ça pour l'instant dans le laboratoire, mais on a 14 excitations. Donc notre espoir, c'est de pouvoir pousser ça encore plus loin pour arriver à une balançoire qui bouge quasiment pas et donc être capable de mesurer en fait cette balançoire quantique. Et là maintenant, votre question là, c'est pourquoi? Sincèrement, là, c'est cool les balançoires là, mais il faut peut-être arrêter là. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça là? Donc il y a plusieurs raisons. La première chose, c'est que notre balançoire, comme on l'a vu là, si on n'a pas deux balançoires, on est super sensible aux vibrations externes. Donc ça peut faire un senseur vraiment très intéressant. On est vraiment très très sensible à tout ce qui se passe. Donc dans le groupe, on a un projet où on veut mettre cette balançoire dans un satellite, puis regarder ce qui se passe autour de la Terre. Donc pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Ça nous permet d'avoir une cartographie du géoïde terrestre, de comprendre vraiment exactement la forme de la Terre, l'accélération. Ça peut permettre d'améliorer les prédictions météorologiques. Donc il y a tout un tas d'applications avec cette approche-là. Donc ça, c'est un de nos projets. Et un autre de nos projets, c'est Stéphanos a déjà montré le System One. Donc ça, c'était installé à Bromont il n'y a pas longtemps. C'est un vrai ordinateur quantique qui ne sert pas à grand-chose pour l'instant, mais c'est un vrai ordinateur quantique. Donc mon point, c'est qu'on n'a pas résolu de problème super important pour la société avec ces systèmes-là encore. Le problème de ces systèmes, c'est que ça fonctionne avec du micro-ondes. Donc ça, c'est mon micro-ondes. Nous, ce qu'on peut faire, en fait, ce qu'on est capable de faire dans le groupe, c'est qu'on est capable de faire en sorte que le micro-ondes, il parle bien à notre balançoire. Donc on est capable de prendre nos signaux micro-ondes, les transformer en signaux d'oscillation de notre balançoire quantique, et ensuite on prend notre balançoire quantique et on transforme ça en laser. Okay. Et donc là, comme maintenant on a toute notre information qui était avant dans notre ordinateur quantique, dans notre laser, on peut transférer ça à plus grande distance et on peut connecter plusieurs ordinateurs quantiques. Donc ce que je veux dire par là, c'est une balançoire quantique, c'est pas anodin non plus. C'est si un jour on veut mettre au point un Internet quantique. Donc aujourd'hui, tout le monde utilise Internet, mais la prochaine révolution, ce sera probablement lié à l'Internet quantique. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir des dispositifs quantiques ensemble? Ça prend probablement une balançoire quelque part pour passer du micro-ondes à l'optique. Avec ça, je vous laisse avec quelques images des gens du groupe. Il y a certaines personnes qui sont par ici. Si vous avez des questions, vous pouvez leur poser les questions. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, vous êtes habitués à la formule. On passe aux questions. Wouhou! Merci. Pas de questions? OK. Je peux parler fort, pas besoin de micro. Bonjour Mathieu. Salut. Super présentation. Je suis pas sûre que j'ai compris le lien entre ta balançoire et l'Internet. Le lien en mode balançoire et l'Internet, je peux avoir le slide d'avant? Ouais, donc le lien avec la balançoire, c'est que cette balançoire-là, tout comme l'expérience que vous avez dans la vie de tous les jours, le vent, ça peut pousser la balançoire. Vous pouvez pousser la balançoire. Il y a plein de choses qui peuvent faire bouger la balançoire. Okay, ma balançoire quantique, c'est exactement pareil là. Notre balançoire quantique, il n'y a pas que moi qui travaille avec. Notre balançoire quantique, nous, ce qu'on sait très très bien faire dans le groupe, c'est ça là, faire en sorte que les signaux micro-ondes typiques de ces ordinateurs-là puissent contrôler notre balançoire quantique. Okay, et l'intérêt, c'est que maintenant, on sait aussi très bien comment faire en sorte que la lumière puisse contrôler aussi notre balançoire quantique. Donc le point clé que je veux faire ici, c'est que notre balançoire quantique, elle peut être contrôlée par beaucoup de choses très très différentes et elle peut servir de médiateur pour parler entre le micro-ondes et l'optique, ce qui autrement est très 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 difficile à faire. Ouais, on parle sur Terre, on est limité avec les forces. Si on veut étudier l'espace, est-ce qu'on pourrait utiliser des interféromètres de Michelson, qui est un peu le gros laser, avec des points de Lagrange dans l'espace? Ouais, ça, ok. Donc les interféromètres avec les points de Lagrange, il y a une mission spatiale qui s'appelle LISA, qui parle de mettre 3 satellites avec des distances, je ne me rappelle plus des distances, c'est colossal là, à l'échelle de la Terre, sur des points de Lagrange pour faire la détection d'ondes gravitationnelles. Nous, nos approches, si on n'a pas les mêmes ambitions, là, c'est des projets de plusieurs milliards et de dizaines d'années de développement. Là, Pathfinder a été lancé il y a plusieurs années.
Donc on n'a pas du tout ces ambitions-là. La question qu'on pose avec ces systèmes-là, c'est est-ce qu'avec des systèmes très très compacts, en utilisant la mécanique quantique, est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir des sensibilités qui sont comparables, probablement pas aussi bonnes que ces systèmes gigantesques-là, mais pour avoir un système compact, donc un lancement de satellites de type CubeSat, c'est quelque chose qu'on peut envisager dans les 5-10 prochaines années, avec des résolutions qui peuvent nous apporter des informations pertinentes. Donc c'est un petit peu le mi-chemin entre les technologies classiques d'aujourd'hui dans les satellites de petite dimension et les très très grands projets ESA, NASA, avec des échelles de temps de 20 ans et puis des financements qui sont gigantesques. Donc on essaie de se placer entre ces deux choses-là. Merci. Dans un frigo à diffusion, je peux faire à des régimes de température de l'ordre du millikelvin. Si je me déplace dans l'espace, ben là, je suis susceptible à du rayonnement cosmique, par exemple, des trucs comme ça. Comment est-ce que je fais pour me passer dans une balançoire qui est à l'état fondamental quand je suis à des températures qui me permettraient possiblement... Ouais. Parfait, on aurait pu discuter avant, puis j'aurais pu te donner cette question à me poser. C'était exactement une super question là. Merci de l'avoir posée. Donc j'ai parlé de LIGO là. Les miroirs ils sont à température pièce dans le vide là, avec refroidissement par boucle de rétroaction. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Ils arrivent à 10 phonons. Okay, ils passent de température pièce qui est plusieurs milliards de phonons à 10 phonons. Donc il y a moyen de mettre des boucles de rétroaction pour refroidir le système plus bas que sa température. Quand j'ai montré la courbe après ma blague de la balançoire, on est arrivé à la température du frigo, puis on a réduit d'un facteur 100 par rapport à la température du frigo, c'est-à-dire que notre système, il n'était plus à 10 millikelvin, il était à 100 microkelvin. Okay. Donc on est capable de faire des boucles de rétroaction. Pour nous, le défi, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des systèmes qui aujourd'hui fonctionnent à 10-20 millikelvin, qui puissent fonctionner à 5-10 kelvin, parce que dans le spatial, faire un système qui tourne à 10 millikelvin dans un satellite, ça par contre, on ne sait pas faire. Donc on essaie de monter les températures. Donc, travailler avec des gens comme Ashvini, Camille, qui travaillent avec des supras de haute température pour être capable de faire la même chose mais à plus haute température. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait. On vous remercie beaucoup.